Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de ce club expert flexible avec aujourd'hui deux piliers de cette émission. Stanislas de Bayancourt, gérant de Sycomore Allocation Patrimoine. Bonjour Stanislas. Bonjour. Et Malik Hadouk, gérant de la gamme croissant chez CPRM. Bonjour Malik. Bonjour. Et toujours comme d'habitude, il est là toutes les semaines pour relayer vos questions. Georges Delataille à mes côtés. Georges, on en a plein de questions. Bonjour Jean-François, oui, comme d'habitude, beaucoup de questions déjà posées, avec certains sujets très anxiogènes qui font très peur à nos chers CGP, donc on va essayer de leur répondre de manière la plus complète possible pendant cette demi-heure. Allez, ils sont deux pour répondre à nos questions, à vos questions, donc on va faire relativement simple. On va faire une émission, une demi-heure en trois parties. On va commencer par s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique avec une partie volontairement provocatrice intitulée « Comment décrypter Powell et Trump ?» Nous reviendrons ensuite chez nous pour parler du vieux continent. Là encore, puisque les CGP ont un peu le blues, on verra si l'Europe est aux portes du ralentissement. Et pourquoi regarderons-nous tous ces sujets macroéconomiques, non pas simplement pour le plaisir de parler, mais pour savoir comment les gérants qui sont avec nous sur le plateau mettent en musique et font évoluer leurs allocations d'actifs en fonction de cet environnement. Tout de suite, on attaque donc notre première partie en traversant l'Atlantique pour aller aux États-Unis. Jingle. C'est la première économie mondiale, le premier marché boursier au monde et aujourd'hui on a les yeux focalisés sur ce marché pour une raison simple, c'est qu'alors qu'il avait passé une année 2017 tranquillou, en progressant régulièrement, eh bien on a déjà eu deux à-coups depuis le début de l'année à Wall Street. Alors on va commencer si vous le voulez bien par rentrer directement par le sujet de cette partie-là, on parlera macro, mais surtout essayons de nous focaliser sur nos camarades Trump et Powell. On va commencer par Jérôme Powell, le remplaçant de Janet Yellen à la tête de la Réserve fédérale. Malik Hadouk, il a parlé pour la première fois cette semaine en public, au Congrès d'abord, puis face au Sénat. Qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'il nous a dit ? Il nous a clairement indiqué que l'économie américaine se portait bien, que la réforme fiscale pourrait doper la croissance économique et que l'inflation finirait par atteindre son objectif de 2%. Donc il y a une continuité dans la politique monétaire. Il a dit que la hausse des taux se poursuivrait. Donc il n'y a pas de surprise. La seule inquiétude qu'ont eu les marchés, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à une... Alors que c'était prévu par certains spécialistes de marché, à 4 hausses de taux. Il y en a 3 qui avaient été intégrées par le marché. Il y en a une 4e qui maintenant est intégrée par la plupart des observateurs. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous nous dites tout ça, c'était quand même, ça va bien, l'inflation va remonter, tout ça était bien anticipé. 4 par rapport à 3, c'est quand même un petit resserrement un tout petit peu violent de la politique monétaire américaine. Non, c'est pas violent, c'est 25 BP. En tout cas, nos estimations, c'est 25 BP à chaque réunion, ça fait 1%. C'est logique compte tenu de la situation de l'économie américaine et compte tenu de la réforme fiscale qui risque de doper l'économie américaine qui va accroître autour des 2,5%. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. Là où il y aurait une surprise, c'est si ces remontées de taux venaient à contrebalancer la croissance économique et amener un ralentissement de la croissance économique. Mais si vous avez une poursuite de la croissance économique et un retour de l'inflation, on est dans un monde, entre guillemets, on retrouve un monde normal. Ok, donc on va voir justement cet équilibre de, entre guillemets du politimix de ce qui se passe aux États-Unis. Stanislas de Bayancourt, vous, Jérôme Powell, vous en retirez quoi ? Je pense qu'il est dans la continuité. Évidemment, il y aura peut-être 3 hausses de taux, mais à la limite, c'est un débat... En soi, ce qui compte, c'est la poursuite de ce qui avait été enclenché. La seule chose, c'est qu'il est un petit peu tributaire de l'action que va mener Trump et de la relance. Et plus l'action sera volontariste de la part du gouvernement, plus il sera obligé d'agir. Est-ce qu'il n'y a pas un changement quand même majeur ? On a l'impression que Trump et la Réserve fédérale ne travaillent plus ensemble. Entre guillemets, c'est un peu EAU et ADIA, c'est-à-dire Trump qui dit « je vais faire une politique fiscale très favorable, je vais relancer l'activité économique ». Alors on avait un peu plus le sentiment que dans les années passées, la Fed et l'administration américaine travaillaient plus de concert. Disons que Trump a peut-être une politique un petit peu moins lisible que ce qui s'était fait par le passé. Il essaye des choses, ou en tout cas il veut essayer des choses, après il faudra voir ce qui se met vraiment en place. La Réserve fédérale, elle poursuit son travail et elle s'adapte au cycle.
Après, ce qui est sûr, c'est que Trump impacte un petit peu le cycle, dans le sens où la réforme fiscale, elle prolonge le cycle actuel de croissance. La question, ça sera plus pour les années à venir, après 2020, où on aura des déficits très importants aux États-Unis. Si on a déficit et ralentissement, là, ça peut poser un certain nombre de questions à ce moment-là. Malik Hadouk, là on parle du projet de réforme fiscale qui améliorera les bénéfices des entreprises, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, cette semaine, on a eu Donald Trump qui nous a sorti un nouveau truc. On va taxer l'acier. Il faut s'inquiéter. On a une question d'ailleurs d'un CGP qui nous pose, qui nous interroge on demande là-dessus. s'il ne va pas trop loin que le protectionnisme. Et on nous dit en remarque, vraiment, tout est possible avec Trump. Et clairement, il met en place ce qu'il avait dit qu'il ferait lors de la campagne présidentielle. Donc, il a fait son plan de réforme fiscale. Maintenant, il s'attaque aux tarifs douaniers. Moi, je pense qu'il a fait ça pour essayer de provoquer des négociations, et notamment dans le cadre du NAFTA. Il y a les députés républicains qui ne sont pas en accord avec lui. Donc, il y a des négociations qui vont avoir lieu cette semaine, puisqu'il y a une réunion qui a été convoquée par le conseiller économique de Trump jeudi avec certains investisseurs pour discuter avec le président et pour le faire revenir sur sa décision. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est vrai que la réaction des Européens et des Canadiens a été véhémente en disant que si ces tarifs s'appliquaient, eux aussi, bien sûr, en retour, appliqueraient des tarifs sur certains produits. Donc la guerre commerciale n'est pas bonne du tout, puisqu'on est dans un trend plutôt positif en termes de commerce international. Donc ça pose vraiment un risque sur la croissance économique à venir. Stanislas, est-ce que les marchés s'affolent vraiment sur cette potentielle guerre commerciale? Ou est-ce qu'en fait, est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Ou est-ce que vous dites que c'est encore comme d'hab avec Trump, un petit coup de com'? Non, je pense que les marchés à court terme, ils ont été un tout petit peu volatiles sur cette nouvelle, mais il n'y a pas d'affolement. D'autre part, pour le moment, rien n'est décidé. Et comme il peut y avoir des contre-mesures mises en place par les pays européens, dès qu'ils vont rentrer dans les négociations, à mon avis, il y aura peu de choses mises en place par rapport aux annonces de Trump. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne semble pas dramatique. En tout cas, pour la relation États-Unis-Europe. Avec la Chine, ça sera peut-être un petit peu différent. Ok. Si on regarde les bénéfices aux États-Unis, aujourd'hui, on est dopé par cette réforme fiscale. Nouveau rythme de croissance bénéficiaire aux US, Malik? Oui. C'est la seule zone géographique qui a connu vraiment une accélération à la hausse des perspectives bénéficiaires, puisqu'on est passé de 8 à 16 en l'espace de quelques mois. Donc c'est vraiment un dopage assez important. Et ce qui soutient le marché américain. Ça justifie la valorisation du marché américain. Ça fait des années, on nous dit il est cher, ce marché, il est cher, mais enfin, il est cher s'il bénéficie. Les résultats continuent de progresser année après année, donc tant que les résultats progressent, le chemin de hausse peut continuer. Se poursuivre. Maintenant, ce qu'il faut, on en parlait tout à l'heure, c'est l'impact de la hausse des taux sur la valorisation des marchés actions. Alors, l'impact de la hausse des taux, si je résume sur les taux courts, vous nous dites, on acte une 4e hausse des taux, donc ça veut dire que ça fera 25 points de base de plus. Stanislas, si j'ai bien compris, vous nous avez dit peu ou prou, dès lors que la Fed montre qu'elle garde le cap, qu'elle en fasse 3 ou qu'elle en fasse 4, c'est pas trop franchement le sujet. Question sur les taux longs. On les a vus fortement progresser, on les a vus rebaisser derrière. Comment ils vont évoluer? Je pense qu'ils vont continuer à progresser, mais moins vite que les taux courts. Donc le phénomène d'aplatissement de la courbe, c'est en fait une remontée des taux longs qui est plus faible que celle des taux courts, va continuer dans les mois à venir. On franchira le 3%? Probablement, oui. C'est votre sentiment aussi? Alors, les 3%, c'est un objectif. Tout dépendra des chiffres économiques qui vont sortir, surtout du chiffre de l'inflation, le prochain chiffre d'inflation. Mais la cible de 3%, elle n'est peut-être pas pour tout de suite. Je pense qu'il va y avoir une accalmie au niveau des taux américains. Ce qu'on a eu, c'est un rattrapage. Donc on a eu une hausse rapide au mois de janvier et février. Mais les statistiques économiques récentes ont été plutôt mitigées aux États-Unis. Et puis c'est le chiffre de l'inflation, c'est lui qui dictera la tendance à venir sur les taux. Quid de l'impact de l'ampleur des déficits sur ces taux américains? Parce que finalement, cette relance budgétaire, elle se fait à coup de déficit, avec de l'argent qui n'existe pas. Est-ce que ça peut peser sur les taux, Stanislas? Oui, à moyen terme, ça pèsera certainement sur les taux. Ouais. Donc pas à horizon, pas sur le début de cette année, mais par la suite, une fois que les déficits vont commencer à se creuser,
Donc on va avoir un afflux de dette supérieur sur le marché américain. Parallèlement, il y en aura moins en Europe à émettre. C'est de nature à augmenter le niveau des taux nominaux. Ok, si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, vous dites finalement une réforme fiscale qui dope les bénéfices, des taux qui vont progressivement remonter. Il y a une question quand même qui se pose. Malik, elle est pour vous, le dollar. On n'y comprend plus rien. Franchement, on a des taux qui remontent aux États-Unis, bien plus qu'en Europe. Donc en théorie, quand les taux remontent dans un pays et que les taux ne montent pas dans un autre, la devise s'apprécie. Et ça ne marche pas avec le dollar. Non, ce n'est pas le différentiel de taux là, qui joue sur les taux de change. Et historiquement, lorsqu'on regarde, ce n'est pas ça qui a joué. Là, c'est plutôt le différentiel de croissance. En fait, l'écart de croissance s'est réduit en défaveur des États-Unis. Croissance plus forte aux émergents, croissance attendue plus forte en Europe. Donc il y a un engouement pour la zone euro, des flux de capitaux qui ont été importants sur la zone euro, et le déficit qui va jouer défavorablement contre l'accroissement du déficit qui va jouer défavorablement. Il va y avoir une défavorablement. création monétaire assez forte du coup, aux États-Unis, donc mécaniquement ça déprécie un peu la monnaie, alors qu'en Europe finalement les soldes primaires ils sont plutôt positifs. Excédentaire, ouais. Excédentaires, donc il y a moins d'émissions de dette, il y a même limite une pénurie. Donc cette rareté est plutôt positive pour l'euro. Alors si on devait mettre un signe de météo sur le marché américain, à la fois sur le niveau de l'économie et sur le niveau des marchés financiers, entre grand soleil, nuages avec éclaircies et averses, vous mettriez quoi vous, Malik? Nuages avec éclaircies. Oui aussi, enfin ce qu'il faut bien comprendre sur le marché américain, c'est qu'on sort de 8 ans de hausse. Et donc 8 ans de soleil si vous voulez. Et donc aujourd'hui, il reste un petit peu de jus dans le marché grâce à des mesures un peu techniques de baisse du taux d'imposition et également la baisse du dollar qui est assez favorable pour les entreprises américaines. Mais une fois qu'on aura eu ça, après, il ne restera plus beaucoup de levier pour faire monter les niveaux des marchés américains, donc peut-être dans 12 à 18 mois, d'autant plus qu'on aura des taux plus élevés, donc ça sera un peu moins favorable. Donc je pense que... Donc vous dites qu'aujourd'hui on a encore du soleil, mais que progressivement les nuages vont ça se arriver. couvre. Deuxième semestre. Ouais. Allez, une dernière question sur les États-Unis pour clore cette Il partie, y a un Georges. dernier sujet pour vous, Malik, disons que vous aimez beaucoup avoir des probabilités sur les différents scénarios. Et qu'est-ce que vous pensez du scénario que Trump ne finisse pas son mandat? Et est-ce qu'on nous dit que ça sera un scénario catastrophe? Ça c'est bien une question d'Européens. Parce que... Un scénario catastrophe au début sûrement, parce que ça va entraîner des incertitudes à la fois sur la politique américaine et sur l'économie américaine. Donc ça ne serait pas bon pour les marchés, évidemment. Un scénario de destitution, si on devait mettre une probabilité, c'est compliqué, mais bon, ça peut arriver à tout moment. Je mettrais 25%, mais bon, je ne suis pas du tout sûr Voilà, vous êtes ambitieux, de ces chiffres. Un beau jour, on reposera la question de savoir si Trump peut en faire un second mandat. Allez, parfait. On quitte les États-Unis pour savoir ce qui se passe à la fois sur les marchés financiers et à la fois sur la macro. En tout cas, ce n'est pas le scénario qui est retenu aujourd'hui. On ne l'a pas intégré dans le scénario, celui d'une destitution de Trump. De Allez, Trump. on quitte donc les États-Unis pour venir tout de suite en Europe. La suite est jingle. L'Europe, avant de parler macro-éco, de parler de résultats d'entreprise, parlons politique. On a eu des élections en Italie ce week-end. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion? Stanislas de Bayancourt, le titre de El Tiempo qui a dit que bordello. Oui, je pense que c'est un bon résumé, un petit peu comme on pouvait s'y attendre. Donc il n'y a pas de surprise majeure. Il va falloir détricoter tout ça, mettre en place des coalitions, des alliances pour pouvoir gouverner, enfin en tout cas mettre en place un gouvernement qui a priori ne devrait pas avoir une capacité très importante à réformer. Donc il ne devrait pas se passer grand chose en Italie dans les 2 ou 3 prochaines années. Mais c'est sûr que dans un premier temps, ça va être assez compliqué à mettre en place. On le savait. On va retourner voter. On l'attendait. On va... Pas forcément. Les Italiens ne sont pas des Allemands, ils ne vont pas discuter pendant 6 mois pour... Non, mais ils vont discuter pendant au moins quelques semaines. Et on verra dans quelques semaines, c'est le président de la République italienne qui décidera à ce moment-là si ils ont trouvé quelque chose, enfin une coalition qui tient la route, ou s'il faut repasser devant les urnes. Mais je ne suis pas certain que repasser devant les urnes donne un résultat très différent du premier vote. Donc je pense qu'il privilégierait plutôt, il préférerait qu'ils arrivent à s'entendre pour mettre en place un gouvernement. Malik, les Allemands ont réussi à s'entendre pour mettre en place un gouvernement. Angela Merkel va pouvoir faire son 4e mandat. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, oui, bien entendu. Première économie européenne, donc c'est une bonne nouvelle. Sur l'Italie, je suis d'accord, on s'attendait à cette situation
incertaine. Maintenant, il va falloir former un gouvernement de coalition qui sera, je pense, un gouvernement technique. Ce qui est important, c'est que les réformes ne soient pas remises en cause, mais est-ce que pour autant ils arriveront à en faire de nouvelles? Ça, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez qu'il y a un risque politique sur les marchés européens ou pas, entre la situation italienne, la situation allemande, le Brexit dont on ne sait pas trop où il va? Je ne pense pas que le Brexit soit un risque pour les marchés européens, en tout cas pour les marchés de la zone euro. La situation allemande aujourd'hui, elle est, entre guillemets, c'est réglé, hein, donc voilà. Et l'Italie, on peut regretter que les résultats n'étant pas très clairs, ils n'aboutiront pas sur un gouvernement avec, on va dire, un mandat fort pour réformer, mais c'est pas une surprise non plus, et c'est quand même arrivé à de nombreuses reprises à l'Italie dans les 10 dernières années, donc c'est pas un risque majeur politique. Et parallèlement à ça, l'intégration européenne continue à progresser. Alors c'est vrai que là, pour l'Italie, on ne sait pas trop quelle sera leur position sur l'Europe, mais la France et l'Allemagne, Merkel est reconduite avec un gouvernement plutôt pro-européen. Macron est très constructif aussi sur ce sujet-là. Donc ça, c'est plutôt de nature à diminuer le risque politique. Justement, on a une question sur le couple franco-allemand de la part d'un CGP. Oui, on demande est-ce que le couple franco-allemand est assez fort? Est-ce que c'est un moteur assez suffisant pour tirer l'Europe? Ou est-ce qu'il y a un ras-le-bol populaire qui va embarquer tout le monde? Ras-le-bol populaire et des CGP, pas de moi. Oh, j'adore les précautions de langage. Je n'assume pas, attention, je ne parle pas aussi familièrement. Oui, la chance de l'Europe, c'est d'avoir un couple franco-allemand qui risque fortement de se reconstituer et de faire avancer l'Europe. Donc c'est une chance qu'il faut saisir, évidemment. Et comme l'a dit Stanislas, c'est vrai qu'avec cette coalition en Allemagne, c'est plutôt un gouvernement pro-européen qui devrait travailler main dans la main avec Emmanuel Macron. Donc ça, c'est plutôt positif pour consolider la construction européenne. Malik, quid de la dynamique macroéconomique de la zone euro? On a eu les chiffres de la croissance pour l'exercice 2017. C'est la plus forte croissance que l'on ait eue sur le vieux continent depuis 10 ans. On est reparti véritablement de manière enthousiasme, dynamique ou pas? On est reparti. Maintenant, le potentiel de croissance, on sait qu'il est limité à cause de certains pays. On ne va pas les mentionner encore une fois. Mais la croissance est repartie et les anticipations pour 2018 sont plutôt favorables. Alors la question est de savoir est-ce qu'on a atteint le pic de croissance au dernier trimestre 2017 ? Sûrement, mais pour autant, la croissance va rester de bonne qualité en 2018. Stanislas de Bayancourt, vous travaillez, on va être honnête, plus au niveau des micros, au niveau des entreprises plutôt qu'au niveau de la macro. Vous, au niveau des entreprises, vous voyez quoi? Alors nous, on voit plutôt de bons résultats. Le seul vent de face qu'ont les entreprises européennes aujourd'hui, c'est l'appréciation de l'euro face au dollar depuis 9 mois maintenant, qui coûte dans les résultats, qui a commencé à coûter sur le second semestre, qui va coûter sur cette année 2018. On était à 1,05 il y a un an, on est à 1,23 aujourd'hui, donc il y a quand même un écart important. Mais malgré ça, on a plutôt une dynamique, et la dynamique de fonds est très positive, à la fois en local, partout en Europe, et sur les activités internationales des entreprises. Donc les chiffres sont bons, que ce soit le secteur du luxe, le secteur pétrolier. Dans les banques, on va dire que ça se passe correctement, les taux ne remontent pas vraiment, mais on va finir par sortir de cette problématique du taux monétaire négatif en 2019 probablement. Allez, on attaque. On est aujourd'hui taux des dépôts à moins 0,4. Vous nous dites on va en sortir en 2019. Ça veut dire que pas de mouvement de taux en 2018? Ah non. Tout le monde est d'accord là-dessus? Pas de mouvement de taux. Ok. Maintenant, deuxième question. Est-ce que la Banque Centrale Européenne arrête d'acheter des titres fin septembre ou est-ce qu'il continue un peu? Malik? Il devrait arrêter fin septembre. Ouais, je pense qu'ils vont arrêter, mais avec un langage... Tout va être une question de langage dans les 18 derniers mois, enfin, qui reste à Mario Draghi. Donc il va dire j'arrête, mais je suis là. En cas de, je suis prêt à revenir, je peux faire des achats. Donc tout va être dans le langage pour dire qu'il arrête, mais il n'arrête pas. Enfin, ça va. Alors, on poursuit dans les éléments de langage. Donc, si vous nous dites qu'il n'y aura pas de mouvement sur les taux courts, question sur les taux longs. On a vu le 10 ans français qui était remonté à 1%, qui est redescendu par la suite. Qu'est-ce qui va se passer sur les taux longs? Ils vont remonter ou pas, Malik? Ils vont suivre très honnêtement les taux américains avec 60. Mais pardon, si je vous décrypte tout à l'heure, quand je vous pose la question du 3%, vous me dites que les 3%, c'est pas pour tout de suite. Donc ça veut dire qu'à court terme, les taux américains ne vont pas beaucoup bouger. Ils ne vont pas beaucoup bouger, donc il ne faudra pas s'attendre à ce que les taux européens bougent énormément. Les taux américains ne bougeront vraiment que si on a une surprise du côté de l'inflation.
C'est le seul élément qui pourrait faire bouger les taux américains si vraiment les gens considèrent qu'il y a des anticipations d'inflation qui remontent fortement. Là, on aura un repricing du marché obligataire, mais un repricing qui serait violent. Dans ce cadre-là, nous, c'est un scénario qu'on envisage, ça serait une remontée des taux autour des 3,50. D'accord, donc S'il y a pas 3 quarts de point en plus par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Oui, 2,80. Oui, aux États-Unis, mais pas en France. Je pense qu'on a fait déjà une partie du mouvement, comme en Allemagne et dans tous les pays de la zone euro. La tendance est à la hausse, mais ça va se faire de manière un peu par palier. Donc ça monte, ça revient un petit peu, etc. Mais ça ne sera pas une hausse massive. Ça veut dire qu'il va y avoir quasiment plus de volatilité sur les marchés de taux que sur les marchés actions? Non, ça veut dire qu'il y aura plus de volatilité partout que l'année dernière. Donc plus de volatilité sur les marchés de taux, d'une part. Et d'autre part, une volatilité normale sur les marchés actions, ce qu'on n'a pas eu en 2017 et qu'on retrouve en 2018. On parle de l'inflation, on disait l'inquiétude éventuelle aux États-Unis, c'est l'inflation. Y a-t-il une inquiétude sur l'inflation en Europe? Ou est-ce que finalement on s'est fait peur pendant 3 minutes et les derniers chiffres nous ont démontré que finalement... Non seulement il n'y a pas de véritable inquiétude sur l'inflation pour la zone euro, on est loin de l'objectif et on aura du mal à l'atteindre compte tenu en plus de l'appréciation de l'euro qui pose un problème à la BCE. Donc l'inflation, si elle revient, elle reviendra du côté des États-Unis principalement et en premier lieu. Côté européen, on est vraiment très très loin encore de l'objectif. Donc la politique monétaire expansionniste qui va durer jusqu'au mois de septembre, elle s'explique parfaitement. Stanislas, vous êtes d'accord? La phrase de Mario Draghi qui nous dit « Ouais, mais l'inflation, les capacités de production sont suffisamment faiblement utilisées pour que... » Ah oui, mais attention, lui, il dit que l'inflation est un risque, mais dans l'autre sens, pas dans votre sens. Lui, il dit que l'inflation, attention, l'inflation est encore trop faible. En gros, ce qu'il dit, c'est... Lui, il a bien vu que les taux avaient fait un mouvement assez fort sur l'espace de 2 mois. Donc, il vient, l'air de rien, dans une conférence, et il glisse cette phrase où il vous dit « Attention, je veux bien que les taux remontent, mais pas trop vite. » Et donc, il, l'air de rien, il vous dit « Ah, attention, l'inflation, on n'est pas du tout encore à l'objectif. » Ou si on y est depuis quelques mois, c'est sous-entendu, l'inflation a un petit peu remonté. Mais ça n'est que temporaire et d'après nous, le risque, c'est que l'inflation rebaisse, non pas remonte. Tout à fait, mais ce qui peut laisser penser que le QE pourrait continuer après septembre. Mais je pense que ce qu'il dira en septembre, c'est que c'est compliqué d'avoir du QE et des taux aussi bas avec une croissance aussi forte. C'est même pas adapté. Stanislas, soyons sérieux. 2 et quelques % de croissance, c'est sympathique. Non, mais c'est énorme dans le monde actuel. Non, mais c'est juste oui, il y a énorme. pas de quoi aller au bar. Et surtout, c'est pas du tout adapté à des taux négatifs de dépôt. Ouais. Donc, je pense qu'en septembre, il dira juste que ça s'arrête, mais que si l'inflation repassait ou qu'il y avait un risque sur l'inflation, ça se réenclencherait quasi automatiquement. Enfin, il expliquera qu'il est plus là, mais qu'il est toujours là, quoi. Ok, allez, Georges, une nouvelle question dans CGP qui n'a pas le moral? Oui, qui nous dit finalement, est-ce que vraiment ça va mieux? Et est-ce qu'en France, surtout, on n'a pas un ralentissement du mois de novembre, mais est-ce que ce n'est pas déjà un début de crise? Et je suis désolé. Hein. Non, mais tous les chiffres macroéconomiques, quelle que soit la région, sont plutôt bien orientés. Donc il y a une véritable croissance, il y a une dynamique au niveau des entreprises, il y a le chômage qui rebaisse un peu partout, donc, il y a le commerce international qui a bien repris aussi. La Chine est plutôt stabilisée en termes de croissance économique, donc il n'y a pas de crainte de récession à l'horizon, en tout cas sur le court terme. La seule crainte qu'on peut avoir, effectivement, c'est que si on passe d'un environnement de croissance avec une inflation modérée, avec une inflation beaucoup plus marquée qui alimenterait une hausse des taux et qui viendrait rogner sur la croissance. Mais dans cet environnement actuel, tout est plutôt va dans le bon sens. Stanislas, de manière objective, quels sont les éléments qui sont susceptibles de faire monter les marchés? Je pense que le seul élément vraiment susceptible de faire monter les marchés actions, c'est la progression des résultats des entreprises. Aujourd'hui, il y a assez peu de flux vers les marchés actions en Europe, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et donc, le seul appétit pour les actions européennes viendrait d'une croissance des résultats. Les valorisations, aujourd'hui, elles sont, on va dire, neutres. Elles ne sont pas surévaluées, mais elles ne sont pas non plus sous-évaluées. Et donc, le seul intérêt aujourd'hui d'investir dans les actions européennes, c'est de croire dans leur potentiel de croissance des résultats. Je pense que c'est le cas et que c'est le principal moteur aujourd'hui pour la hausse des marchés actions européens. Ok, donc du coup, maintenant, on va passer à la troisième partie pour savoir comment vous investissez dans cet environnement. Jingle. Alors pour commencer, on va commencer parce que vous gérez une gamme, vous gérez un fonds. On va rappeler un peu vos règles de fonctionnement sur la gamme. La logique d'investissement, Malik, c'est quoi sur la gamme CPR Croissance?
En fait, il y a 3 fonds avec 3 niveaux de risque différents. Un D'accord. fonds défensif, patrimonial, un fonds plus flexible et un fonds plus agressif. Une approche macroéconomique pour faire les choix? Des scénarios de marché qui alimentent notre modèle d'allocation d'actifs. Oui. D'accord. Et vous investissez dans des futurs, dans des trackers, Tracker, pas de sélection de titres. pas de sélection de titres, pas de stock picking ni de bond picking. Stanislas de Baillancourt sur Sycomore Allocation Patrimoine. Alors c'est un fonds d'allocation active prudent qui mixe à la fois notre approche Sycomore de stock picking sur les actions, bond picking sur la partie obligataire européenne, et également une vue de marché un peu plus macro top-down pour à la fois s'adapter à l'environnement dans lequel on est et pouvoir aussi avoir des opportunités d'investissement en dehors de l'Europe, que ce soit aux États-Unis, dans les pays émergents, au Japon, et venir compléter ce qu'on fait sur le cœur européen. Ok, donc on voit bien des constructions de produits qui sont différentes, donc ce qui permettra de décrypter un peu les positions que vous prenez. Malik, vous avez tous les leviers du monde pour dire je peux jouer toutes les classes d'actifs. Première question, est-ce que globalement aujourd'hui vous êtes surexposé en actions ou pas? Oui. Un peu, beaucoup, énormément, à la folie? On est surexposé, on a en fait profité de la correction qui nous a surpris par son ampleur pour rajouter de l'exposition action. Donc la stratégie, c'est de dire que la correction qu'on a eue est une correction technique qu'on attendait, mais qui nous a surpris par sa vigueur, mais que le monde n'a pas changé pour autant, et que les actions sont encore la classe d'actifs la plus attractive. Vous préférez lesquelles? Vous préférez quel marché? Parce qu'on dit les actions, vous investissez sur des Alors indices. aujourd'hui, on est revenu très clairement sur les États-Unis, après la forte correction, dopée notamment par la révision très forte des bénéfices des entreprises. C'est un changement de discours chez vous. Oui. Parce que la correction a amené quand même une baisse de la valorisation. Hein. On est passé quand même de 20 en PE à 16,5, compte tenu du fait qu'on a eu une baisse des marchés de l'ordre de 10%, mais on a eu une révision des bénéfices qui a doublé sur la période, puisqu'on est passé de 8 à 16. Donc ça a allégé la pression sur la valorisation des marchés. Et puis le marché américain reste le marché dominant avec en plus profit de la faiblesse du dollar. Qu'est-ce que vous faites du dollar? Dollar, on couvre à moitié l'exposition aujourd'hui. Donc nos investissements sont couverts à moitié contre la dépréciation du dollar. On a du mal à penser qu'il aille au-delà des 1,30, mais il va continuer à se balader entre 1,20 et 1,25 à notre avis. Stanislas, aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous faites? Alors nous, on est plutôt sous-exposés. On avait pas mal baissé les expositions aux actions dans le courant du mois de janvier, dans la hausse de janvier. On a racheté un petit peu après la baisse de février, de manière un peu temporaire. Et Quand vous dites sous-exposé, vous n'avez pas d'indice de référence, c'est par rapport à ce que vous faites Non, d'un dans point de vue patrimoine, historique. en gros, l'exposition aux actions, elle va bouger entre 20 et 40%. Donc on était tombé aux alentours de 20 au début du mois de février. On est remonté vers 30 dans le courant du mois, on a repris quelques profits, et là aujourd'hui on rachète un petit peu. Je pensais que ça pourrait baisser encore un petit peu plus, là. Et en fait, je ne trouve pas qu'on ait eu de sentiment de panique dans le marché, c'est-à-dire qu'on a eu un mouvement très vif de baisse sur la première quinzaine de février, un rebond, et après ça s'est remis Si on baisse fortement tous les débuts de mois, en fin d'année, on va souffrir quand même. Oui, mais en même temps, ce qui est un petit peu, ce qui fait qu'on n'a pas envie d'être trop exposé non plus, c'est qu'on voit bien que les rebonds ne sont pas massifs, en tout cas en particulier sur la partie européenne. Donc voilà, donc on garde encore une capacité, enfin pas mal de monétaire, et qu'on pourra réinvestir plus tard si la baisse est plus forte. Pour le moment, on n'a refait qu'un réinvestissement partiel dans ces deux baisses. Ok, en termes de choix de valeurs, vous allez plutôt dans des valeurs de croissance, plutôt dans des valeurs cycliques? On garde un mix. À la fois, on a refait des choses qu'on n'avait pas fait depuis longtemps pour accompagner les très bons résultats, par exemple le secteur du luxe. Les pétrolières, on n'en avait plus, on en a refait depuis 6 mois, des choses comme Total qui continuent à bien marcher et qui ont du potentiel, ou des minières. Voilà, donc ça c'est un petit peu nouveau pour nous. Et à l'opposé de ça, on a, du coup, pour montrer on travaille sur tous les secteurs en ce moment, on a une exposition aux bancaires qui est plutôt élevée par rapport à ce qu'on avait historiquement. Donc ça aussi c'est nouveau dans le. La logique c'est quoi? C'est de profiter d'une remontée des taux? La remontée de taux, elle commence un petit peu sur la partie longue de la courbe, et j'espère qu'en 2019, elle se fera aussi sur le monétaire, ce qui devrait quand même alléger pour les banques le coût très important de ce qu'elles ont aujourd'hui en cash et qu'elles sont obligées de mettre en dépôt à la BCE qui leur est donc facturée. Quand on enlèvera ça pour une banque comme la BNP, ça va fortement augmenter sa profitabilité. Ok, dernière question avant qu'on passe aux questions des CGP tous les deux. On voit très clairement, 2018, c'est le retour de la volatilité sur les marchés actions notamment, puisque quasiment de la volatilité, on avait commencé à en avoir pas mal sur les marchés de taux l'année précédente. Est-ce que ça vous amène à changer votre mode de gestion, Malik? Oui,
Très clairement, même si on reste positif, comme la volatilité est devenue beaucoup plus importante, ça nous oblige aussi à mettre en place des couvertures pour justement absorber les chocs de marché, parce que je suis d'accord, je pense qu'on va avoir d'autres corrections à venir, parce que le marché reste quand même chahuté, il y a ces incertitudes politiques avec Trump qui vont miner encore les marchés actions pendant un certain temps. Il y a les incertitudes sur la politique monétaire de la Fed, même si nous, on n'en a pas, mais le marché, lui en a, qui pourrait venir aussi un peu chahuter le marché. Donc oui, mise en place de couverture systématique, même si on est plutôt positif sur la partie action. Stanislas de Baillancourt, est-ce que cette nervosité des marchés, cette volatilité des marchés vous amène à changer votre approche ? Je dirais plutôt qu'en 2017, même si on a fait une bonne performance, on a été un peu mal à l'aise face à des marchés qui progressaient avec très peu de volatilité. Et cette année, on revient dans un régime de volatilité qui est beaucoup plus normal. C'est pas de la grosse volatilité ce qu'on voit en ce moment, c'est juste de la vol de marché comme on devrait, proche des moyennes historiques. Mais du coup, on fait plus attention. Et ce que je pense, c'est qu'on va quand même avoir une année un peu en dents de scie. Donc il va falloir être assez mobile dans les expositions. Le critère d'exposition aux actions, chez vous, c'est un critère à regarder ou pas ? Ou pas vraiment ? Pas seulement, parce que je pense que ce qui compte, c'est les mouvements qu'on peut faire sur les valeurs. Et donc, je pense que c'est une année où il faudra être assez agile sur notre exposition et sur ce qu'on fait sur les différents titres. Alors, Georges, quelques questions ? Oui, alors, nos internautes sont assez inquiets. On avait cru très comprendre. transparent. Et en fait, ils veulent être rassurés. Est-ce que cette fébrilité n'est pas surtout due aux différentes publications de résultats ? Et est-ce que une fois cette période finie, on n'aura pas un peu plus de sérénité ? Et donc des marchés qui progresseront de manière plus stable. Alors je ne sais pas, parce que la première partie de la baisse sur les 15 premiers jours de février, elle n'était pas du tout due aux publications de résultats. Et par ailleurs, par la suite, les publications de résultats, il y a eu du très bon et du moins bon. Et il y a eu des fortes hausses comme Peugeot, des baisses comme Valeo dans le secteur automobile. Donc je ne pense pas qu'elles aient vraiment conduit la fébrilité. Ce que je remarque juste, c'est que les volumes de transactions sur les marchés européens n'ont pas été très élevés sur toute cette période. Donc il n'y a pas eu une participation très forte ni dans la baisse, où ça s'est fait, ni dans la hausse non plus. Après la baisse, ça n'a pas attiré beaucoup d'investisseurs. Donc c'est plutôt ça qui nous... je ne dirais pas que ça nous inquiète, mais on n'a pas de rebond massif avec une forte participation des gens qui reviennent. Et la vue qu'on a, c'est plutôt qu'il y a peu de chances d'avoir des très fortes baisses de marché, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de cash dans les portefeuilles. Donc tant qu'il n'y a pas un élément qui change dramatiquement les conditions, les baisses devraient rester modérées. Et inversement, il n'y a pas des rebonds très forts non plus. C'est un petit peu mou. Allez, une dernière avec quelqu'un qui nous lance un SOS. C'est même une remarque, on nous dit SOS, je ne comprends plus rien au marché. Non, les marchés avaient fortement progressé en fin d'année dernière, ils ont continué en début d'année. Donc il y a eu une correction qui est arrivée. Elle a été plus forte qu'anticipée pour des raisons techniques, on ne va pas y revenir là-dessus, sur les fonds notamment de vol qui ont entraîné des ajustements importants. Le rebond, il a été marqué quand même sur le marché américain. Sur le marché européen, c'est vrai, il n'y a rien eu, mais sur le marché américain, on a repris la moitié de la baisse, donc il y a eu une certaine stabilisation. Maintenant, ce qui est en jeu, on pense que le marché va rester fébrile jusqu'au 21 mars, jour de la réunion de la Fed, où on va avoir plus, à mon avis, d'éclaircissement sur la politique monétaire à venir. Mais jusque-là, on ne s'attend pas non plus à des baisses marquées, sauf s'il y avait bien sûr une guerre commerciale à cause de M. Trump qui décide de mettre en application les tarifs douaniers. Stanislas, un mot sur le « je ne comprends plus rien au marché ». Si on devait dire à CGP... Non, je pense que ce qui est troublant aujourd'hui, c'est de voir qu'on a quand même une situation économique qui est très bonne. En particulier pour nous, ce n'était pas arrivé depuis longtemps en France, en zone euro. Et en même temps, des marchés qui finalement progressent moins, ou sont plus volatiles. Et en fait, la difficulté, c'est comme les marchés sont toujours en anticipation, ils ne regardent pas forcément la photo du monde actuel qui est assez bonne et favorable, mais ils essaient de savoir ce qui va se passer après et est-ce qu'on est déjà presque à la fin de ce cycle de croissance. C'est pour ça qu'ils sont dans une période plus agitée et plus difficile. Bien, merci à tous les deux d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Moi, ce que j'en retiens effectivement, c'est que la croissance des résultats des entreprises est là, que ça a normalement vocation à soutenir les cours, mais qu'il y a aussi quelque chose qui est là et qu'on avait un peu perdu dans l'habitude. J'ai une moindre visibilité, notamment sur les politiques monétaires, et naturellement, ça interpelle les investisseurs. Georges, quelques mots de conclusion ? Oui, pour vous dire, je ne sais pas encore avec quel thème on va se retrouver, donc on va vous l'annoncer très prochainement sur Club Patrimoine.
Donc suivez et on va vous dire ça très vite. Exactement, moi je peux juste vous dire que ce sera la prochaine fois. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Ciao, à la prochaine.